Je vais commencer par deux aphorismes, c'est plus petit tout possible, qui m'ont aidé à resserrer l'immensité des horizons intérieurs. Bien sûr, le dehors est toujours un dedans, de Le Corbusier, et mais par-dessus tout la lumière, de Luigi Snozzi, qui dévide la matière d'un fil réflexif, composé du dehors, du dedans et de la lumière qui les lie, une trame spéculative que j'observerai sous l'éclairage singulier d'Alvar Aalto. À propos d'espace intérieur, et on en a eu une belle démonstration à l'instant, Henri Faucillon qualifie la notion d'envers de merveille la plus singulière et la décrit comme un moule creux, un vide dans lequel l'espace et la lumière mesurent un monde intérieur. Pour Bruno Zevi, c'est un point fondamental de l'architecture. Tout ce qui ne possède pas d'espace interne n'est pas de l'architecture, écrit-il. Et Luigi Moretti, dont on vient de parler, ajoute « Un aspect expressif résume le fait architectural avec une latitude si remarquable qu'il semble pouvoir l'assumer même isolément avec plus d'évidence que les autres. Je pense à l'espace intérieur et au vide d'une architecture. » Giulio Carlo Argan le rapproche d'une fabrique spatiale, un lieu d'espacement qui résonne avec la tautologie de Martin Heidegger, où l'espace espace. Il identifie l'intérieur à une zone d'expérience où l'on fait l'expérience tout à la fois de la détermination de l'espace, de la position de l'homme dans la société et dans le monde. Alors, l'architecture d'Alvar Aalto développe un lien singulier à l'extérieur, notamment à travers la notion de patio, ce vide contenu dont il dotera sa maison expérimentale de Murat Salo. En 1926, il formule la proposition d'inverser la notion de quête d'un intérieur-extérieur pour la métaphore de l'air libre sous le couvert d'un toit, à la recherche d'une lumière homogène et sans ombre, transcrite dans plusieurs réalisations, et notamment l'espace de consultation de Viipuri, 1927-1935. Il décrit ainsi le processus de sa réflexion. Lorsque j'ai dessiné la bibliothèque, je disposais de tout mon temps, 5 années entières. J'ai passé de longs moments à tâtonner, à l'aide de dessins naïfs. L'idée maîtresse du projet est ainsi née peu à peu, grâce à des esquisses de paysages fantastiques représentant des montagnes aux versants éclairés de nombreux soleils placés en différentes positions. Ainsi, pour concevoir un intérieur bibliothèque, l'architecte finlandais s'inspire-t-il paradoxalement d'un extérieur paysage, qui plus est mis en lumière par un rayonnement fantastique. Le lien entre la montagne et la conformation de la bibliothèque se dessine à travers l'étagement des niveaux des salles de lecture. Quant à la dispersion d'astres solaires, elle a pour conséquence d'annihiler les ombres, puisque celles provenant d'une source sont dissoutes dans l'éclairage d'une autre. Ce phénomène est transposé dans la toiture, constituée par une trame de lanterneaux coniques profonds qui propage une lumière réfléchie. Le confort de lecture est ainsi contrôlé comme le montre le croquis de l'architecte. En haut de ce dessin est mentionné l'angle du soleil en Finlande au solstice d'été, 52 degrés, qui règle la profondeur du dispositif d'éclairage. Précision figurant également sur le détail de captation lumineuse pour le pavillon des pays nordiques, 1958-1962, construit par Zwerfen à Venise, où l'angle du soleil au solstice d'été, 65 degrés, détermine l'écartement et la dimension des éléments de la toiture. L'architecte norvégien rappelle que l'objectif était de capter la lumière de l'Italie et de la Méditerranée dans une atmosphère nordique.
Le projet suspend une maille orthogonale de poutres croisées et superposées en béton qui intercepte et polie le rayonnement solaire. Il constitue un treillis épais de 2 mètres, filtrant la lumière du sud à la manière d'un brise-soleil horizontal. Il en ressort une lumière uniforme et constante, peignant dans l'absence de l'ombre un espace non soumis au temps. Chacun des architectes transpose ainsi la clarté diaphane de la Scandinavie en se servant de la teinte claire du béton à Venise et celle de l'enduit blanc à Viipuri. Le rapport à la lumière est en lien avec le climat, la condition atmosphérique et s'ancre dans la géographie. C'est un moyen d'évoquer ou d'être relié à un territoire, et 2 éléments déterminent ce rapport. Le premier, la hauteur, nous l'avons vu, 10 à 15 degrés séparent les inclinaisons du Soleil du nord et du sud de l'Europe. Cette variation particularise un Soleil de basse altitude qui constitue par temps clair une source d'éblouissement et dont la trajectoire en courbe tendue vers l'horizon est constamment reliée au cône de vision. Ainsi, dans un article consacré au pavillon nordique à Venise, Armel Lavalou titrait « Au pays des lumières horizontales, un entretien avec Sverfen ». Le deuxième point déterminant du rapport est la durée ou constance de l'ensoleillement pendant la clarté du jour, rythmée par les extrêmes de décembre et juin, et qui varie considérablement du nord au sud. Il y a environ 1800 heures ensoleillées à Helsinki, 3100 heures à Bologne, située proche de Riola, où Alvar Aalto a construit, et 4500 heures en moyenne de clarté annuelle. Le rayonnement solaire moins direct passe davantage par le filtre des nuages et de la brume. Le ciel diffuse la clarté des rayons d'un soleil limité en hauteur par sa trajectoire horizontale et réfléchi par l'enveloppe nuageuse. Cela crée une lumière de sous-face, plus uniforme, au sein de laquelle les ombres disparaissent. La relation formative de l'intériorité en lien avec la nature anime ces 2 architectes. Elle s'exprime aussi à Venise à travers la continuité des troncs d'arbres et leur échappée vers le ciel, qui magnifie leur présence comme seule dimension verticale interne et incarne la relation intérieure-extérieure. Dans la villa Mairea, construite par Alvar Aalto, 1937-1939, c'est le traitement naturaliste des éléments structurels verticaux qui donne l'impression que les troncs d'arbres de la forêt environnante sont invités dans la maison. La nature est dedans et se prolonge à travers le toit vers le dehors, ou bien la nature est dehors et est captée métaphoriquement à l'intérieur. Tout en contextualisant une atmosphère lointaine du nord dans un environnement du sud, le pavillon des pays nordiques s'adresse aux sites proches par de larges ouvertures orientées vers les pavillons attenants et les giardini de Venise. En Finlande, 2 projets remarquables entretiennent une relation directe et privilégiée avec leur abord. Ils construisent un entrelac singulier entre milieu intérieur et extérieur. Il s'agit de la chapelle de la Résurrection 1939-1941 d'Eric Brigman, localisée dans le cimetière de Turku, et de la chapelle universitaire d'Otaniemi 1954-1957 de Kaija et Heikki Siren, située à proximité du complexe de l'université de technologie réalisée par Alvar Aalto à Espoo, dans la banlieue d'Helsinki. L'une et l'autre paraissent être conçues pour s'unir à la pinède environnante. À Otaniemi, l'intérieur et l'extérieur font corps. La croix blanche, symbole religieux, est située au-delà de la nef, dans une clairière pour créer l'expérience d'un espace qui transcende recueillement et contemplation. Thème qui a sans doute inspiré Tadao Ando pour l'église sur l'eau, 1985-1988, construite à Hokkaido. La délimitation entre espace intérieur et extérieur
est un caractère important d'une église car il correspond à ce qui différencie le sacré du profane. Il ne peut y avoir de fusion sans en même temps d'affirmation de la distinction entraînant une relation ambiguë. Ce thème est majeur pour Alvar Aalto et parmi son œuvre, les églises occupent une place singulière où leur essence programmatique se combine particulièrement avec sa réflexion conceptuelle et spatiale qui lie l'intérieur-extérieur à travers la lumière. Dans un livre initiatique, Steen Eiler Rasmussen use de la peinture en pédagogue expérimenté. Il aborde à travers les vues domestiques représentées par les peintres flamands du XVIIe siècle le lien singulier et puissant qui unit la lumière du Nord avec l'architecture. L'auteur célèbre à travers Vermeer des intérieurs éclairés naturellement aux dispositions architecturales caractéristiques et communes qui mettent en scène une hauteur conséquente du volume et une fenêtre verticale sous plafond, souvent appuyée d'un mur à l'autre, les façades sont étroites. La baie éclaire en fond une paroi blanchie à la chaux, parallèle au plan du tableau, et sur laquelle est réfléchie la lumière latérale. Cette quête expérimentale est accentuée chez Peter Johnson Ellinga, qui retourne le plan du tableau vers la source lumineuse, nous permettant ainsi de mieux encore percevoir la disposition intérieure. Cette mise en scène laboratoire permet l'observation dans un jeu réglé entre l'espace intérieur et la lumière de divers phénomènes de réflexion, de réfraction, de diffusion ou de diffraction. Dans l'église Saint-Odulphe, Peter John Sarandam invisibilise les fenêtres pour mieux baigner la nef d'une clarté limpide et délicate qui semble émaner des murs eux-mêmes. De récepteurs, ceux-ci paraissent être transformés en émetteurs et en deviennent éclairage. Le tableau produit un phénomène ambivalent dans lequel une tension perceptive entre la perspective construite de la profondeur continue de la nef et celle d'une clarté d'intensité égale du premier au dernier plan tente à autonomiser les surfaces intérieures et contredire l'unité volumétrique. La lumière y agit comme catalyseur de la dialectique entre espace profond et espace de surface. De ce point de vue, l'église de Riolla, 1968-1978, conçue par Alvar Aalto, est exemplaire de la déconstruction volumétrique par l'affirmation autonomique de ses surfaces, tout en maintenant l'ambivalence d'une permanence de la continuité enveloppante, dans laquelle le mur se prolonge, se voûte et devient toit. La fragmentation se met au service de la luminosité, le morcellement qui découpe et multiplie la lumière lui confère une valeur onirique et plus irréelle. L'axe de la nef est scandé par la succession des portiques structurels de taille décroissante qui délimitent un galbe plongeant, coiffé d'une série de lignes lumineuses zénithales. Alvar Aalto orchestre le croisement des partitions structurales transversales et lumineuses longitudinales. Elles forment ainsi une altérité périphérique dans laquelle la matérialité expressive du sol en terre cuite, rehaussée par les bancs de bois clair, contraste avec les mouvements lisses, couverts d'enduit blanc, à peine caressés par la lumière émolliente du nord. Les lignes paraissent toutes concourir vers un hypothétique et ambigu point de fuite. La clarté se propage à travers le décalage entre les éléments, en révèle l'espacement, l'espace, participant à l'effet de dématérialisation du volume. Pourtant, en dépit de l'effacement des limites, le lieu paraît néanmoins contenu et d'une grande intériorité. Il développe une forme paradoxale du contraste de l'enclos ouvert, ainsi nommé par Alvar Aalto. La vigueur du soleil italien est contournée en recourant à un procédé unique de shade orienté nord qui saisit la clarté, s'affranchit de traiter du rayonnement et diffuse une lumière homogène. C'est pour l'architecte depuis Viipuri
une intention récurrente. Tout comme Zwerfen à Venise, il reconstitue à Riola, dans une intériorité du sud, l'atmosphère du nord. Christian de Villers identifie chez Alvar Aalto un dispositif spatial qui associe une droite parallèle le long d'un axe, avec en vis-à-vis un déploiement en éventail, soit d'une ligne ondulée, soit d'une série de plans perpendiculaires ou parallèles au sens de la progression. Il traduit ce phénomène par une figure d'axialité dynamique testée sur divers cas concrets en plan, glissière et éventail, pour en confirmer la nature proactive et opératoire. Très peu disert sur son processus de création, Alvar Aalto a néanmoins révélé qu'il concevait en s'inspirant de l'entremêlement du plan et de la coupe, confirmant l'importance de la dimension visuelle dans la conception architecturale. Ainsi, le basculement de l'interprétation du dispositif formel identifié par Christian de Villers selon un point de vue non plus en plan, qui est une coupe horizontale, mais en coupe verticale, permet-il de faire la transition d'une structure d'articulation spatiale latérale à une structure d'articulation spatiale sommitale, obtenue en mêlant les deux modes d'observation et de représentation. Cet entremêlement du plan et de la coupe est manifeste dans la disposition commune des églises, dont le contour du plan suivant un trapèze dessine après pivotement en coupe une ligne de plafond qui focalise vers l'autel. Corrélé à ce processus, le dispositif lumineux traditionnel, admirablement saisi par Vermeer, va progressivement basculer d'une captation verticale à une captation horizontale et d'une réflexion de la lumière sur un écran frontal à une réflexion sur un plan horizontal. L'éclat du plan horizontal prend le pas sur l'écran luminescent, ce qui permet à Pierre von Mess d'énoncer qu'Aalto donne un sens à l'espace par l'intermédiaire du plafond. L'église de Sénajoki, première d'une série de 6 églises construites de 1958 à 1978, marque le passage de cette évolution. Le plan hésite entre symétrie et asymétrie et, s'agissant de la lumière, Alvar Aalto n'arbitre pas entre verticale et horizontale. Il invente un motif d'ouverture en forme de T qui produit une figure en chiasme dont la réflexion lumineuse s'étend tout à la fois dans les deux dimensions. Les baies paraissent comme suspendues aux consoles qui relient les poteaux aux façades, participant à la stabilité de l'enveloppe. L'effet de suspente est souligné par le rythme vertical et aérien de leurs meneaux, tandis que la base opaque de la façade crénelée s'ancre au sol. Ces baies dispensent par l'intermédiaire de la barre supérieure horizontale du T une lumière rasante. Elles se déploient tel un liquide projeté à la surface du plafond et soulignent en les révélant les mouvements de vagues qui ondulent en sous-face de la nef. Ils assurent un subtil équilibre de la tectonique dans lequel le cintrage de la voûte, marqué suffisamment pour conformer l'espace, est pourtant si léger qu'il ne détourne pas l'attention à son profit. Cette délicatesse se prête merveilleusement à la révélation de toutes les nuances de blanc qui évoquent les variations des ciels scandinaves. À travers la branche verticale des baies en forme de T se propage en partie inférieure une lumière directe, illustration 1, qui s'infiltre dans l'espacement des poteaux, une lumière réfléchie sur les deux faces latérales des poteaux, illustration 2, et une lumière réfléchie frontalement sur la face intérieure des poteaux. Elle crée un phénomène d'atmosphère opalescente dans l'entre-deux du vaisseau latéral de la nef, qui tend à détacher et l'autonomiser de l'effet de contre-jour et d'ombre propre qui colore l'élévation intérieure des façades. Les appareils latéraux filtrent au cœur de la nef une lumière douce, diaphane et homogène dont la valeur tonale révèle la profondeur intérieure, à la manière d'un paysage pictural. C'est une lumière qui dispose au recueillement, à l'immersion et à la célébration, dans une forme d'oubli et de constance du temps.
L'église de Lahti, 1970-1978, clôt la série des églises construites par Alvar Aalto et installe définitivement la lumière dans un jeu de réflexion avec le plan horizontal. À l'intérieur, les parois latérales exposent leur surface aux variations lumineuses et mettent en valeur par nuances de blanc la matérialité lisse et ductile de l'enduit plâtre. Le rythme régulier et rapproché des bancs transversaux ou des tubes d'orgue verticaux contraste avec la linéarité lancée des poutres longitudinales. Leurs arêtes dictent la partition lumineuse transversale, caractérisant l'atmosphère claire et aérienne de la nef, contrastée par le sol en terre cuite sombre rehaussé du bois clair des bancs. Les baies supérieures diffusent une lumière qui se décline selon 3 séquences en relation avec le profilage de la surface du plan de toiture. Premièrement, captation par réflexion d'une lumière haute, latérale, intense, blanche et enveloppante. Elle s'enroule dans la forme concave et accueillante du plafond qui la reçoit. Ce dispositif crée une forme de halo lumineux, ou autrement dit une forme d'épaisseur lumineuse. Deuxièmement, suivant l'angle d'incidence des rayons lumineux, se propage une irisation fragile ou effet ténu de contre-jour. La lumière est rasante, mince. Elle se répand en une fine couche teintée de gris clair comme pour une ombre propre. Troisièmement, effet contenu du contre-jour. Le plafond creusé forme un réceptacle qui accumule une lueur gris foncé, sombre comme une ombre portée. Le fond de la nef bénéficie d'un éclairage zénital avec lequel joue la configuration longitudinale de la surface de la toiture pour former 3 séries de strates lumineuses. La première consiste en la captation par réflexion d'une lumière sud zénitale sur une paroi nord, le tamisage à travers une série de lamelles de bois horizontales et la réverbération sur une paroi intérieure sud qui produit un jour blanc intense. Le condensé de clarté confère au dispositif la virtualité d'une paroi horizontale diffuseuse. Elle l'intègre formellement dans le rythme des lamelles du faux plafond plissé qui scandent la partie supérieure de la galerie. Cette prise de lumière naturelle est si sophistiquée et contrôlée qu'elle paraît paradoxalement provenir d'une source artificielle et fait figure de luminaire principal de la galerie. La seconde apparaît sous l'effet ténu du contre-jour des ailettes de faux plafond, côté fond de galerie, qui recueille selon un angle d'incidence fermé une lumière quelque peu épuisée. Celle-ci ayant traversé et subi divers procédés de transformation, réflexion, réverbération et tamisage. La troisième se concentre dans l'effet dense de contre-jour des ailettes du faux plafond dirigées vers la partie centrale de la nef. L'orientation de leur plan ne capte que le résidu d'une lumière diffuse en provenance du dispositif zénital, essentiellement dirigé vers le bas de la galerie. Ces jeux de profilés de matière et lumière rappellent les ondulations sinueuses du plafond de la salle de réunion de la bibliothèque de Viipuri et ces diagrammes de propagation des ondes sonores. Le dispositif imbrique les traitements de la lumière et du son, éléments majeurs dans la composition architecturale d'Alvar Aalto. Ces jeux Martin Heidegger considère que le lien au ciel comme milieu naturel de lumière permet de situer notre condition d'existence terrestre. Jorn Hudson rapporte que sa fascination pour un espace naturel surmonté d'un ciel dans lequel la lumière et le soleil étaient filtrés par des nuages a été transposée dans le corps de l'église de Bagsværd 1968-1976, construite au Danemark. Le projet réunit un centre paroissial totalement introverti, une suite d'espaces servis ponctués de cours patios est distribuée par des circulations périphériques qui baignent dans une lumière haute réfléchie sur des parois limites aveugles. L'idée est simple et gère le tout. L'espace se déploie entre 2 appareils lumineux zénithaux. Dans l'église, comme à Seinäjoki, les dispositifs latéraux filtre au cœur de la nef une clarté douce, diaphane et homogène. Les ondulations marquées, inspirées du cintre des voûtes nuageuses, conforment le lieu.
Elle diffuse tout à la fois les réflexions sonores et lumineuses, dont les variations tonales sont amplifiées par 2 ouvertures zénithales dissimulées dans le pli du plafond. Ainsi, la voûte sommitale n'est pas seulement inspirée par les nuages, mais fonctionne aussi comme les nuages, en tant qu'auvent et réflecteur. Siegfried Giedion relie Alvar Aalto et John Hudson dans l'emploi du plan horizontal en tant qu'élément constitutif de l'architecture. Sur le premier croquis, John Hudson dessine avec netteté la ligne d'horizon entre l'eau et le ciel pour ébaucher au-dessus la voûte apparemment horizontale des nuages. Leur sous-face est claire, prête pour le jeu dépeint par Peter Johnson et Linga des divers phénomènes de réflexion, de réfraction, de diffusion ou de diffraction de la lumière. L'Église utilise le ciel du nord comme moyen d'éclairage. Les captations lumineuses sont soit zénithales, soit situées en hauteur. En s'orientant ainsi par-delà ou tangentiellement à la trajectoire basse et arquée du soleil scandinave, le dispositif tente à s'affranchir du rayonnement solaire pour ne recueillir que la clarté diffuse et réfléchie du dôme céleste. La maison Canlis, 1971-1974, édifiée à Majorque par John Hudson à la même époque que l'église de Bagsverd, démontre par contraposition le lien conformateur entre le climat et l'intérieur lumière. À la place d'ouvertures hautes et zénithales, des embrasures profondes et basses règlent la vue sur la mer. Le dispositif s'affranchit du rayonnement pour, dans le cas méditerranéen, tenir compte d'une trajectoire solaire non plus en tension, mais au contraire située relativement haute par-dessus l'horizon. Le monde extérieur s'invite à l'intérieur et, sous le ciel veut dire sur terre, le plan horizontal constitutif agissant comme diffuseur et réflecteur de la lumière n'est plus alors une sous-face de nuages ou de plafond, mais une surface de mur ou de sol. Alors on vient d'en parler, Luigi Moretti conférait à la Modé Nature un rôle de révélateur plastique des formes, trait d'union entre la lumière et l'architecture classique. Il écrit les compositions puissamment expressives, les clairs obscurs rectilignes ou incurvés, jeux d'ombre et de lumière, saillies et retraits de la matière, montre à quel degré d'importance ce dispositif architectural significatif est relié aux projections crues et marquées du climat méditerranéen. À la charnière de l'époque classique et moderne, 2 réalisations originales témoignent du lien essentiel qui unit architecture et lumière en quête d'un paradigme de l'ouverture de l'espace vers le ciel ou de la conquête de l'extérieur sous un toit, comme le dit Aalto, dans la clarté horizontale fragile et délicate du monde scandinave. Le grand hall de l'hôtel de ville de Stockholm, 1911-1923, construit par Ragnar Ödsberg, joue du contraste haut-bas, tertiel, dans lequel l'expression lourde et massive du sol et des murs met en valeur la légèreté éthérée du plan de toiture. Le plafond apparaît sans consistance, d'une matérialité abstraite, suspendue à la manière d'un vélum. Détaché par une prise de lumière haute et périmétrique, il anticipe l'appareil réfléchissant condensateur d'une clarté aérienne, saisi dans le croquis des nuages par John Hudson. Le vaste tambour de la salle de prêt de la bibliothèque municipale de Stockholm, 1920-1928, construite par Erik Gunnar Asplund, est constitué de 3 cylindres superposés qui s'élargissent vers le ciel. La surface sombre du sol, relevée latéralement par l'expression moirée des étagères à livres, contraste avec une périmétrie haute, claire, abstraite et tavelée. La lumière qui émane d'une ceinture de fenêtres radiales et en recul enveloppe le plan sommital d'une atmosphère évaporée, dans laquelle les arêtes s'estompent et où se dissout l'effet de clôture volumétrique. Elle paraît fondre le couvercle de la boîte dans le ciel, inversant la notion de gravité pour celle de légèreté. Ces intériorités, toujours perçues et vécues en tant que telles, mais où l'intérieur procure en même temps une certaine impression de se trouver plongé à l'extérieur,
témoigne d'une ambition qui fédère et transcende la grande famille des architectes scandinaves. Marquée par la dialectique du dedans-dehors, elle conçoit les intérieurs et leur lumière en instruments capables de réfléchir les émotions de l'immensité intime du monde naturel environnant. Je vous remercie.